Donc à nouveau à toutes et tous pour cette conférence thématique intitulée « À la recherche du Big Data ». Alors il a beaucoup été question du Big Data dans différentes conférences de documentation. C'est au-delà d'un buzzword, c'est un véritable phénomène que nous allons évoquer sous l'angle du search. Juste quelques mots pour vous dire un petit peu d'où je viens. Donc mon nom est Véronique Mesguich, je suis coprésidente de l'ADBS. En guise d'introduction, je vais présenter en quelques mots l'ADBS. À mes côtés, pour évoquer donc cette thématique du search appliqué au big data, donc André Gilles, donc qui est directeur de Polyspot, qui présentera donc l'activité de la société, et Frédéric Billot, directeur de Noopsys. Donc nous verrons l'intégration de ces deux outils et comment répondre à cette problématique du search dans le big data. Juste, voilà, donc en guise d'introduction, quelques mots sur l'ADBS, si on peut juste passer. Voilà, merci. Voilà, donc l'ADBS, on a eu l'occasion d'en parler pour ceux qui étaient à la conférence de ce matin sur la recherche sociale. Donc, juste quelques mots sur cette association qui existe depuis 50 ans déjà, qui fête son cinquantenaire en cette année 2013. Une association qui se veut fédératrice des nombreux métiers de la fonction information, des métiers qui vont de la veille au knowledge management, en passant par le records management et la gestion classique de l'information, des métiers que l'on a représentés sous forme d'une cartographie que vous pourrez prendre sur notre stand K8. Donc cette famille de métiers fédérés donc au sein de l'ADBS, une association vigilante sur tout ce qui concerne l'emploi, proche des besoins du marché, proche des besoins des entreprises, une association apprenante à travers son service formation, à travers sa revue Documentali Sciences de l'information qui sort très prochainement un numéro spécial consacré à la gouvernance de l'information, et puis à travers les nombreuses journées d'études qu'elle organise ou auxquelles elle participe. Donc, et puis un réseau composé de groupes sectoriels, dont un groupe veille qui est extrêmement actif et qui a présenté ce matin sur notre stand une animation consacrée à des solutions de remplacement face à l'annonce programmée de Google Reader, de l'arrêt de Google Reader en juillet prochain. Donc on a proposé à nos adhérents de les aider dans des solutions de remplacement. Donc un réseau présent à Paris, en région parisienne et en région, tout ce qui fait la force d'une association qui est évidemment beaucoup plus qu'un simple réseau social, mais qui accompagne ses adhérents dans leur pratique quotidienne. Et donc le thème de cette conférence thématique, à la recherche du big data, alors on peut l'entendre dans plusieurs sens qui vont être développés par les deux intervenants. Donc à la recherche du big data, est-ce que ça signifie effectuer des recherches dans les big data? Est-ce que on peut l'entendre comme un big data qui se cherche aussi et comment faire émerger justement de cette énorme masse d'informations structurées ou non structurées, comment faire ce travail d'orfèvrerie dont va nous parler André Gilles, comment faire émerger les small data, les informations de rupture, les signaux faibles qui vont permettre d'accompagner la stratégie. Je passe la parole tout de suite donc à André Gilles pour cette présentation. Merci. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Gilles André, je suis le directeur général d'une société qui s'appelle Polyspot et qui est éditrice d'un moteur de recherche en entreprise. On va revenir sur ce que c'est. Et donc, Frédéric. Voilà, donc Frédéric Billot, directeur général de Noopsys, donc éditeur de solutions de text mining, dont on parlera en deuxième partie de l'exposé. Parfait. Donc l'agenda que je vous propose d'aborder, c'est une introduction sur le big data, que j'appelle le mal du siècle, avec une pathologie qu'on appelle l'infobésité. C'est-à-dire qu'on croule sur des informations, aussi bien en recherche d'informations qu'en décisionnel. La deuxième chose sont les symptômes, ce qu'on appelle les 3 V. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Forrester Research, on y reviendra. Et le troisième, c'est quel est le remède à tout ça? Et on va voir qu'il y a des technologies émergentes aujourd'hui, et je ne parle pas seulement de la mienne, mais énormément de technologies émergentes pour traiter ce type de problématique. Ensuite de quoi on parlera de moteur de recherche, c'est-à-dire par rapport à cette problématique, quel peut être le rôle d'un moteur de recherche.
Et Frédéric terminera sur la partie sémantique, c'est en quoi la sémantique et le big data peuvent faire bon ménage, ce qui n'était pas forcément évident il y a 2 ans. Alors on est parti. Donc la première chose, c'est que le big data, c'est un enjeu majeur, puisqu'il est estimé, dans les années qui viennent, à 12 milliards d'euros de dépenses annuelles de la part des entreprises. Pour autant, ce chiffre masque 2 choses. La première, c'est que c'est énorme. Et la deuxième chose, c'est que c'est très compliqué et qu'en fait, ce sont des choses très, très, très différentes. Donc, les 3 V. Alors, les 3 V, le premier V, c'est le volume. Tout le monde est conscient de ça. Je voudrais simplement vous donner 2 chiffres. Polyspot est une société qui existe depuis 10 ans. Il y a 5 ans, nos clients géraient en moyenne moins de 500 000 documents internes. Aujourd'hui, le chiffre a été multiplié par 10, c'est-à-dire la moyenne des sociétés gère 5 millions de documents. Donc ça, c'est au niveau des données qui sont produites à l'intérieur de l'entreprise. Et la même inflation a lieu au travers d'Internet, au travers des bases de données. Vous prenez des sociétés comme Walmart avec leur ticket de caisse, des sociétés dans le domaine des télécoms. Je pense que tout le monde est conscient de l'explosion de la volumétrie. Mais ce dont les gens sont moins conscients, c'est du deuxième V, et qui est encore quelque chose de récent. C'est-à-dire qu'avant, on avait 70% de données structurées et 30% non structurées. Ça s'est inversé. Donc on a de plus en plus de documents, de plus en plus de bases de données. Elles sont maintenant localisées en interne et en externe avec l'apparition du cloud et tout ce qui est software as a service sur Internet. Et puis avec les pratiques collaboratives, elles sont passées de permanentes à versatile. Ce qu'on entend par versatilité, c'est le fait qu'une information qui a été postée sur un blog, qu'un commentaire, qu'une opinion peuvent disparaître du jour au lendemain. Et donc l'ensemble de cette variété fait que les solutions qui existaient avant, donc classiquement des solutions SQL, des solutions data warehouse, ne sont plus pertinentes pour gérer la complexité de cette variété. Ouais. Le troisième V, c'est la vélocité. Et la vélocité fait qu'aujourd'hui, les gens, ils sont arrivés sur Internet et ils ont des pratiques qui viennent des moteurs de recherche Internet. C'est-à-dire, je pose une question, on me propose des réponses, je choisis la plus pertinente et je vais voir le texte ou l'information qui correspond à ce que j'ai choisi. Donc notre opinion, c'est que le même modèle est en train de s'imposer en entreprise, c'est-à-dire que les gens, quelque part, disent « Attendez, c'est tellement plus simple pour moi de trouver une information sur Internet, pourquoi ne pas reproduire cette simplicité dans le système d'information de mon entreprise ?» Et le dernier point qui est très important, c'est qu'on est tous au courant aujourd'hui qu'il y a des pratiques collaboratives dans l'entreprise. Collaborative, ça veut dire que je partage l'information, je la commande, je la republie, je la note. Et donc ces pratiques collaboratives font que le cycle de vie de l'information s'étend. Donc on peut très bien avoir un commentaire sur un document qui a été produit il y a 2 mois. Et il est important de savoir qu'un commentaire a été produit. Et donc l'ensemble de ces 3 V, en fait, a créé une véritable redistribution des enjeux technologiques. Et c'est pour ça que nous considérons aujourd'hui qu'on est à une rupture technologique dans le système d'information que je souhaite évoquer avec vous. Alors, moi, mon premier constat, alors c'est pas seulement parce qu'on est une boîte qui est basée sur des technologies open source, mais c'est parce qu'on a fait notre marché avant de développer nos solutions et qu'on a constaté qu'aujourd'hui, il n'y a aucun doute, dans le big data, les technologies majoritaires sont open source. J'en voudrais que pour exemple Hadoop, donc, qui est en fait une base de données orientée table, qui permet de générer des données massives et de faire des calculs excessivement compliqués sur des volumétries considérables. Je prendrai comme exemple Solar, et donc, qui est un moteur de recherche sur lequel on s'appuie, et donc qui va permettre lui aussi de gérer des choses relativement compliquées. Et si vous regardez toutes ces technologies, et que vous regardez les grands acteurs du marché aujourd'hui, on va juste constater qu'aujourd'hui, sur quoi tourne Amazon? Sur Solar. Sur quoi tourne LinkedIn? Sur Solar. Sur quoi tourne Twitter? Solar. Sur quoi tourne Walmart? Hadoop. Donc, pour moi, ça ne fait aucun doute. Et pourquoi c'est le cas? C'est juste le cas parce qu'il y a des milliers de contributeurs et de contextes d'utilisation derrière ces technologies et qu'un éditeur propriétaire n'a pas les moyens de faire ça tout seul. Le deuxième constat, c'est que, de mon point de vue, le véritable enjeu aujourd'hui auquel les gens sont confrontés, c'est qu'ils ont plein de choses dans leur data warehouse et on leur dit mais il manque l'opinion des gens, il manque l'information qui est noyée dans les documents, il manque des données textuelles. Et donc on est coupé de 70% de nos systèmes d'information. Comment résoudre le problème? Et donc l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, ça va être de faire converger ce qu'on appelait l'ETL à l'époque, qui nourrissait un data warehouse,
avec des données non structurées qui viennent de GED, de CMS, d'intranet, d'Internet, etc., dans une base, et à partir de ce qu'on a mis en base, de faire de la business intelligence ou de proposer des solutions de recherche. Et donc il y a 4 composants derrière ça. Le premier, c'est l'extraction, l'enrichissement, qui va être le cœur de la présentation. Le second, c'est le stockage. Troisième, c'est le calcul. Et puis le dernier, c'est la consommation par l'utilisateur final que je suis. Alors, et le moteur de recherche dans tout ça? Alors nous, notre vision, si vous voulez, c'est comme sur Internet, notre concurrent bien-aimé Google est le point d'entrée vers l'Internet. Le moteur de recherche va être le point d'entrée dans le système d'information. Alors on a aujourd'hui plusieurs cas précis dans lesquels les gens remplacent l'intranet, etc., par un portail de recherche. Et on va sur l'intranet au travers du portail de recherche, comme aujourd'hui quand vous cherchez un site, l'habitude est prise de taper le nom de la boîte dans le moteur de recherche et non pas de taper l'URL directement dans la barre. C'est un peu la même analogie. Alors, l'architecture d'une recherche dans le big data, ça va être d'abord d'accéder à l'information. Alors ça a l'air simple, mais accéder à un SharePoint et à un Alfresco et à un Liferay et à Internet et à Sybelle et à Salesforce.com, voilà, mélanger tout ça, c'est pas forcément évident. Donc c'est un des enjeux qui est de collecter l'information, structurée ou non structurée. Le deuxième enjeu, c'est qu'après cette information, il va falloir la mettre quelque part de manière à lui permettre de s'enrichir. Alors j'y reviendrai puisque c'est le thème de mon exposé. Et puis après, une fois qu'on a préparé l'information, on va la publier pour des besoins de recherche, de business intelligence, voire pour des besoins purement applicatifs. Alors l'accès universel à l'information, je reprends le graphe tout à l'heure, interne, externe, structuré, non structuré. Vous voyez la diversité des sources auxquelles il faut accéder. Vous voyez les contraintes de sécurité qu'il y a derrière. C'est-à-dire si j'indexe des bulletins de paye, il est peut-être préférable qu'il n'y ait que les gens qui aient accès à ces bulletins de paye qui puissent les voir. On va avoir accédé également à des informations qui sont dans la toile. C'est-à-dire des fournisseurs d'informations professionnelles, des Factiva, des Reuters, mais aussi tout le phénomène open data qui est en train d'émerger, où il y a des tonnes d'infos sur Internet dont je peux avoir besoin pour mes utilisateurs. Et puis le dernier point, c'est de se connecter à la partie sociale du web, donc tout ce qui va être du Twitter, du Facebook, du LinkedIn ou autre. Donc ça, c'est l'enjeu d'accès à l'information. Ensuite, on va avoir l'enjeu du stockage intermédiaire. Donc, je vais vous expliquer en 2 mots ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous prenez une donnée brute, et pour ceux qui connaissent le data warehouse et la business intelligence, il faut toujours adapter cette donnée à l'usage qu'on veut en faire. C'est-à-dire que quand elle sort, elle est brute, et elle n'est pas forcément pertinente par rapport à l'usage. Et donc, si vous la prenez et vous la mettez directement dans le moteur de recherche, la valeur ajoutée n'est pas extraordinaire. En revanche, si vous la combinez à d'autres informations, vous allez assurer une plus forte pertinence de la donnée. Et en gros, le but, c'est qu'en 3 clics, vous avez trouvé l'info que vous cherchiez. Et le but d'une base de données et d'un processus d'enrichissement, c'est de faire en sorte que l'utilisateur, en le moins de clics possible, trouve la bonne info. Récemment, j'étais chez un client, on était en preuve de concept, ce qu'on appelle. Et dans ces preuves de concept, un de nos concurrents affichait 1 million de réponses. Et puis nous, on en affichait, j'en sais rien, 1000. Et le réflexe, c'est de dire, il est meilleur que vous, il affiche 1 million. Mais non, il n'est pas meilleur que nous. Il est plus diffus que nous, parce que nous, notre but, c'est limite, ça serait d'en afficher 1. Et le but des stratégies d'enrichissement, dans un système d'information, comme ça a été le cas dans le data warehouse, c'est que l'utilisateur trouve la donnée dont il a besoin dans le moins de clics possible. Et c'est là où les stratégies de collaboration avec des personnes qui font des moteurs sémantiques, par exemple, prennent tout leur sens. On va y revenir. Donc, l'enrichissement, ça va être quoi? L'enrichissement, si on part hors sémantique, qui sont ces 2 blocs ici, ça va être, par exemple, de catégoriser l'information. Donnez-moi toute l'information qui parle de finance, qui parle de marketing, qui parle de développement durable. Ça va être d'aller chercher des référentiels. J'ai l'auteur d'un document. Je sais qu'il est chef de chantier à Montpellier. Comme je ne connais pas les 10 000 personnes de ma boîte, c'est plus facile de poser la question chef de chantier Montpellier que de savoir qu'il s'appelle Monsieur Durand. On va faire exactement la même chose en permettant à l'utilisateur lui-même d'enrichir la donnée, en mettant une métadonnée, un tag, un commentaire, une opinion.
qui vont permettre aux autres utilisateurs de maximiser la pertinence de la recherche. Et puis enfin, comme c'est le cas avec la sémantique, on fait appel à des prestataires extérieurs. Alors il y a des sociétés comme LTU Technologies, par exemple, qui font de l'indexation d'images. Elles vont reconnaître Barack Obama dans une photo ou un camion où on est dans un environnement urbain. Il y a des gens qui vont faire du speech to text. J'écoute la bande-son d'une vidéo, je la traduis en texte et moi je l'indexe. Et puis les technologies sémantiques que Frédéric va vous expliquer. Et le problème de la sémantique, si vous voulez, c'est que dans le big data, les gens disent je veux l'information immédiatement. C'est-à-dire dès qu'elle est publiée, je veux être au courant. C'est le temps réel. Or, la sémantique, ça prend du temps. Il y a des processus d'apprentissage. Donc en fait, on a une première opinion, puis une deuxième, et puis on la fait évoluer. Et donc comment concilier l'immédiateté de l'information qui est requise avec la pertinence sémantique qui fait qu'au fur et à mesure, vous allez apprendre des contenus que vous manipulez. Donc c'est tout l'enjeu en fait du projet technologique qui nous a réunis entre Noopsys et Polyspot et qui nous a conduit à présenter la première plateforme Big Data permettant à la fois de publier très rapidement avec des technologies abouties comme Solar et en même temps d'avoir un enrichissement progressif de l'information. Je vous donnerai juste un exemple. Imaginons que vous ayez deux articles de presse. Le premier parle de Hollande et le second de François Hollande. Et vous êtes utilisateur, vous dites j'en ai marre, Hollande et François Hollande, c'est le président de la République. Et vous voulez dorénavant que ce soit toujours le président de la République qui soit appliqué, et donc que vous puissiez rechercher par président de la République. Vous allez le faire, la première fois vous aurez Hollande, la seconde fois François Hollande, il faut bien un processus dans lequel vous allez fusionner ça, premier point, c'est la technologie sémantique. Et le deuxième point, c'est qu'il va falloir que vous repropagiez sur l'historique la règle que vous venez d'apprendre. Bon, ça paraît très compliqué ce que je viens de dire, mais l'utilisateur, à la fin, il va mettre effectivement 2 clics à trouver l'information, parce que pour lui, Hollande, c'est le président de la République, et c'est comme ça qu'il veut le chercher, et c'est comme ça qu'il veut le trouver. Donc ces technologies d'apprentissage et d'enrichissement sont pour moi au cœur du big data, parce que plus c'est volumineux, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin, hein, tout le monde connaît l'adage, et avec un aimant, ça ira plus vite. Donc là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire il faut que par l'enrichissement, on soit capable, dans le nuage d'informations qu'on a, de trouver la petite pépite qu'on cherche. Et on verra qu'il y a des cas d'application qui sont réussis aujourd'hui. Ça n'est plus un fantasme, c'est une réalité. Voilà. Dernier point, c'est que sur l'utilisation des technologies de recherche, on va être capable de fournir des interfaces de recherche dans des images, des personnes, de la musique, des documents. On va être capable de faire de la business intelligence en croisant des données. Et puis on va être capable, quand on a à faire du data mining ou des choses beaucoup plus compliquées, de pousser la donnée vers les spécialistes du secteur auxquels je ne souhaite pas me confronter parce qu'ils ont 40 ans d'avance sur moi, mais au moins je leur fournirai des données propres, convergées, structurées, non structurées, pour qu'ils puissent faire leur travail. Et puis, comme on est une société qui est axée sur l'innovation, je ne l'annoncerai pas aujourd'hui, mais on est en passe de sortir au mois de juin quelque chose qui, à mon avis, va modifier assez considérablement la manière de concevoir l'accès à l'information dans l'entreprise. Et j'espère que j'aurai la joie de pouvoir vous recevoir lors de cette présentation au mois de juin qui se fera sur Internet. Je vais passer la main donc à Frédéric sur la partie donc, sémantique. Et j'espère que j'aurai la science qu'il a pour passer les slides sous un Mac. À la fin de la présentation, il y a un espace de 10 minutes pour les questions. Alors, sachant que sur 10 minutes de questions, il y a souvent un temps mort de 8 minutes avant que la première soit posée, je vous demanderai d'y réfléchir dès maintenant. Donc voilà, pour le volet sémantique, dans le domaine du big data, bon, on pourrait parler de big sémantique, après tout, pourquoi pas. Donc dans un premier temps, l'idée c'est de se projeter dans le big data et en conjonction avec la sémantique et de voir comment les 3 V dont Gilles parlait tout à l'heure se traduisent sur le plan de la sémantique. Bon, le volume, donc évidemment c'est une tarte à la crème, mais plus on a de volume et plus c'est big, moins on a le temps de lire, encore moins qu'avant, d'une certaine manière. Et par ailleurs, en appliquant des méthodes d'extraction d'informations, par
par exemple, on va encore se trouver en position de faire émerger encore plus d'informations, puisqu'on va notamment fabriquer beaucoup de données structurées à partir de la donnée non structurée qu'on traite. Et donc finalement, en première approche, on augmente encore le volume, d'où la nécessité de croiser des méthodes sémantiques avec des structures d'index efficaces, par exemple, des bases de données NoSQL, etc. En ce qui concerne la variété, c'est bien sûr un problème générique de la sémantique. Comment fait-on pour s'adapter à chaque problème particulier ? Quand on est dans le big data, finalement, ça ne fait que renforcer cette problématique-là, une fois de plus. Donc la problématique de savoir s'adapter aux différents cas de figure, aux différents domaines, aux différentes thématiques est d'autant plus forte dans le domaine du big data, et on peut aussi parler de big ontologie, dans le sens où d'une part il existe aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler le web sémantique avec le link data, etc., des bases de données sémantiques de plus en plus importantes et qui sont d'un grand secours quand on traite des grands volumes de données. Pourquoi ? Parce qu'on se trouve avec des ontologies qui sont multithématiques, qui contiennent des foultitudes d'entités nommées par exemple, ou d'éléments dont on va pouvoir tirer parti en termes d'analyse sémantique, ce qui fait qu'on se trouve en position d'analyser beaucoup de documents avec des ontologies énormes. Je serai amené à concrétiser tout ça par la suite. Et la vélocité, bien sûr, c'est particulièrement compliqué, on va dire, s'agissant de la sémantique, qui met en œuvre des algorithmes quand même assez complexes en termes de puissance de calcul nécessaire, de l'appliquer à des très grandes masses de données. Le tout, idéalement, sans sacrifier la qualité, puisque, a priori, on espère de la sémantique précisément qu'elle nous apporte du qualitatif sur les données. Alors, deux volets dans ce dont je vais vous parler. En fait, quand on parle de sémantique, on peut assez facilement parler de deux choses. Il y a la branche plutôt text mining et puis la branche plutôt web sémantique ou ingénierie des connaissances. Donc, la technologie de Nopsys est présente sur les deux fronts, et c'est même sa principale originalité, en fait, d'adresser les deux points simultanément avec une techno de text mining qui prend en compte nativement, on va dire, tout ce qui est RDF et autres formats d'ontologie pour ceux qui connaissent. Donc sur l'aspect text mining, donc c'est la sémantique au sens j'analyse le sens des documents et j'essaye d'en extraire de la donnée et de l'information la plus fiable et la plus fine possible, d'accord. Et donc je vous parlerai d'agilité sur le plan sémantique, donc un mot qu'on utilise beaucoup en ingénierie, en génie logiciel, qu'on essaye d'appliquer chez Nopsys à la sémantique. Et puis l'aspect sémantique, donc le mot tel que l'utilisent les gens qui parlent de web sémantique, c'est-à-dire comment je fais pour organiser à grande échelle, et même éventuellement à très grande échelle, des données très finement structurées et avec une structure forte, sous forme on parle effectivement d'ontologie ou de réseau conceptuel, donc je serai amené là aussi à donner des exemples. Alors donc les deux aspects de notre offre, un premier moteur sémantique, premier aspect le moteur sémantique, donc nos prétentions on va dire sur cet aspect là, c'est de diminuer les coûts tout en augmentant la qualité, bon. En passant notamment par cette idée de la souplesse de la modélisation linguistique et d'être capable de faire des règles linguistiques, donc sémantiques, puissantes, sans pour autant mobiliser des temps invraisemblable en termes de constitution de ces fameuses règles, et tout en permettant aux clients éventuellement d'agir eux-mêmes sur les règles qu'on va constituer pour eux, en exposant complètement des règles qu'on va appeler déclaratives. J'y reviendrai également. Et puis l'aspect base de connaissances RDF, du point de vue du text mining, la gestion des connaissances, c'est quoi? C'est deux choses. C'est d'une part la possibilité de mettre à côté du moteur une mémoire qui va lui permettre de mieux fonctionner au fil du temps. C'est-à-dire que plus il va apprendre des choses, plus il va pouvoir tirer parti d'une grande masse de connaissances et plus il va être efficace dans son analyse des textes. Et puis aussi, tout simplement, le fait de pouvoir tirer parti facilement de la foultitude de données qui sont effectivement déjà disponibles dans le web sémantique. Alors, deux, trois petits exemples juste pour concrétiser ce qu'on appelle analyse sémantique. Hein. Là, en fait, on attend de l'ordinateur qu'il soit capable, une fois qu'il est rentré dans les tuyaux, d'aller non plus regarder seulement des mots les uns à côté des autres, mais bien d'aller comprendre, avec ses moyens d'ordinateur, le sens des phrases et des groupes de phrases qui sont dans les textes, avec des problématiques diverses. Alors, je mets ici trois exemples juste pour situer un petit peu la difficulté du problème. Si vous trouvez une phrase du type « telle entreprise rachète telle autre entreprise », bon, à la rigueur, tout va bien. C'est relativement facile à analyser avec beaucoup de moyens de text mining qui sont assez courants aujourd'hui. D'accord ?
Après, si vous voulez regarder, vous rendre capable d'analyser des choses un petit peu plus complexes, par exemple ici, suite au rachat de Y, la société X va investir dans quelque chose, par exemple, ça paraît absolument évident pour un être humain d'analyser ça, mais il faut savoir que du point de vue de l'analyse automatique et de la sémantique, ça commence déjà à être des structures un petit peu complexes, que toutes les technologies ne sont pas nécessairement capables de reconnaître, et donc passent à côté de beaucoup de choses naturellement. Sans parler de ce qu'on va appeler le niveau discursif, c'est-à-dire carrément le cas où l'information est dispatchée sur plusieurs phrases dans le flot du discours, et là vous avez encore moins de technologies qui sont capables d'adresser ce type de problème. Donc on ne prétend pas du tout avoir résolu l'entièreté de cette question-là, qui est extrêmement difficile, mais on a une techno qui permet effectivement d'écrire des règles au niveau discursif et de résoudre un certain nombre de cas, et on l'a fait pour des clients de façon très opérationnelle, donc à des niveaux assez poussés en termes d'analyse. Comment ça se traduit, hein, pour traduire ça par un exemple un peu plus concret, en termes d'analyse d'opinion, pour reprendre un exemple assez classique. Ici, si on veut analyser, mettons ce message de Caroline qui a exprimé son avis au sujet d'un certain produit, si vous avez une approche un peu trop simpliste en termes de mots-clés, vous allez avoir énormément de mal à avoir une vision précise et une analyse qualitative d'un texte comme ça. Donc ça peut passer inaperçu une fois que c'est caché derrière des diagrammes et des jolis camemberts, mais éventuellement, là on voit bien que si on se contente de regarder les adjectifs positifs, par exemple, et les adjectifs négatifs, on produit une analyse où on ne sait plus très bien de qui on parle, ni exactement si on en parle plutôt en bien ou en mal. Ici, on aurait l'impression qu'on en parle en bien, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Nous, notre métier de sémanticien, entre guillemets, c'est précisément d'aller regarder ça, mais aller regarder aussi, bien sûr, tout ce qui entoure, et de faire comprendre à l'ordinateur des choses qui ont trait à la structure syntaxique des phrases, à l'ordonnancement des phrases, les unes derrière les autres, et d'essayer de comprendre comment le sens se dégage petit à petit de tout ça. Donc on est complètement dans le domaine de l'intelligence artificielle à ce stade-là. Mais il y a des choses qui fonctionnent de façon opérationnelle, et typiquement sur un cas qui effectivement ici est assez favorable parce que la personne s'exprime bien dans un bon français, ce qui n'est pas toujours le cas naturellement, mais on obtient bien quelque chose de vraiment qualitatif et de vraiment précis sur la nature de l'information qui était disponible dans le verbatim, du point de vue qui nous intéresse ici, bien sûr, celui de l'analyse d'opinion. Voilà. Deuxième aspect, donc ça c'était pour exemplifier un petit peu ce qu'on appelle vraiment une analyse sémantique profonde. Deuxième aspect, c'est comment est-ce que justement on peut apprendre à l'ordinateur à lire les textes d'une certaine façon. Si on veut schématiser deux façons de faire, on peut prendre son langage de programmation favori et aligner des centaines de lignes de code, et on arrive à quelque chose qui n'est pas du tout maintenable, qui généralement fonctionne qui est difficilement adaptable, qui va fonctionner finalement de façon assez peu qualitative au final. L'autre option, donc ça on a complètement renoncé à cette formule dès le départ, l'autre option c'est de permettre à des linguistes finalement de formaliser leur expertise linguistique sous forme de règles, donc on va dire totalement déclaratives, de façon à modéliser la compétence linguistique de la façon la plus, on va dire, immédiate possible. Par quoi ça se traduit? Tout simplement, ça se traduit par des systèmes sémantiques qui deviennent beaucoup plus maintenables, et surtout ça se traduit par le fait qu'on peut mobiliser des compétences linguistiques pour écrire des règles sans avoir besoin d'avoir des informaticiens qui écrivent des lignes de code qui de toute façon sont très peu adaptées à l'analyse sémantique. Donc c'est évidemment, Nopsys n'a pas inventé ce schéma-là, mais on fournit une des rares plateformes qui permettent de jouer absolument à tous les niveaux de l'analyse linguistique, depuis le découpage en mots jusqu'à l'analyse de discours, avec des règles purement déclaratives qui peuvent être adaptées, donc pas par tout un chacun, mais éventuellement par des linguistes qui sont présents dans une entreprise par exemple, qui estime qu'elle a intérêt à embaucher ce type de profil pour paramétrer sa sémantique. Donc ça c'est pour l'aspect agilité, on va dire, de la sémantique. Ensuite, sur l'aspect, le lien, pour essayer de concrétiser un petit peu le lien avec le web sémantique, et quel est le rapport finalement entre le text mining et le web sémantique, et en quoi ça recoupe les problématiques du big data. L'idée c'est qu'on va mettre à côté du moteur ce qu'on va appeler une base de connaissances, qui va lui servir d'une part de mémoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le moteur va découvrir une information dans un texte, il va aller l'y stocker. Ça se fait aujourd'hui avec des formalismes tout à fait standards qui s'appellent RDF par exemple, qui sont la base du web sémantique et qui sont aujourd'hui tout aussi standards que peut l'être HTML par exemple pour les pages web. Donc cette base de connaissances va pouvoir servir de mémoire au moteur sémantique, et aussi donc en étant réceptacle des données extraites, et aussi fournisseur de tout un tas de données qui existent actuellement déjà
et qui sont déjà disponibles gratuitement pour la plupart sur le web sémantique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ne cherchez pas évidemment à lire les détails, mais le web sémantique, c'est ça. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que chaque petite puce là-dedans est en fait une base de données par elle-même, structurée en graphes, pour ceux que ça intéresse, en graphes conceptuels. Et cet ensemble d'informations-là est disponible. Donc c'est big, effectivement, c'est juste énorme la quantité d'informations que vous avez là-dedans. Donc déjà, c'est en soi une problématique de big data d'en tirer parti d'une certaine manière. Et ce qui devient intéressant, c'est quand on croise beaucoup de documents avec beaucoup de données déjà structurées, on peut aujourd'hui faire émerger des choses comme ça, donc on ne pouvait même pas espérer d'ailleurs faire émerger il y a encore peu de temps, par manque de puissance de calcul et surtout par manque de données, puisque ces données n'existaient pas avant l'émergence du web sémantique, c'est des choses qui datent de quelques années. Donc juste quelques exemples de ce que vous allez trouver dedans. Vous avez toute une partie des données qui sont présentes dans Wikipédia, que chacun connaît, qui sont représentées dans le web sémantique. Vous avez des choses beaucoup plus spécifiques, par exemple dans le domaine médical, que vous pouvez exploiter si vous avez un projet dans le domaine médical. Vous avez des bases de localisation, de toponymes, de lieux. N'importe quel petit village de la planète est déjà référencé avec ses coordonnées, avec sa population, etc. là-dedans. Pardon, j'étais sur le slide qui peut donc voilà pour les lieux, et ça, bon voilà, vous allez trouver plein de thésaurus tout prêts à réutiliser, par exemple celui-là au niveau européen que vous allez pouvoir utiliser gratuitement. Donc l'intérêt d'une techno qui supporte les deux, on le comprend bien, c'est d'être capable d'analyser les textes à la lumière de toute cette masse de données qui est effectivement disponible et que ce processus-là soit fluide. Et puis deuxième aspect, c'est comment une fois que on a été capable de reconnaître des informations dans un texte, comment est-ce qu'on peut venir encore alimenter cette base-là, puisque même s'il y a énormément de choses sur des aspects, on va dire communs, des connaissances partagées, il n'y a pas évidemment dans ces bases-là des informations qui sont particulièrement intéressantes pour vous et qu'on peut faire émerger à partir de ce qui vient d'être publié ou à partir de ce qui est dans votre documentation d'entreprise. Donc on va voir que la boucle se boucle à ce moment-là, puisque on est capable aujourd'hui de faire ce qu'on appelle la fabrication automatique d'ontologie, c'est-à-dire qu'en sortie du moteur de text mining, vous n'avez plus des lignes de base de données, mais vous avez des graphes sémantiques qui sont au même format que le web sémantique et qui viennent d'une certaine manière se surimprimer, se surimposer à toute cette masse d'informations qui était déjà présente. Voilà, et là, ça boucle, et on peut donc, à l'analyse du prochain document, bien sûr, on va encore venir alimenter, et évidemment, à ce stade-là, tout l'enjeu est de savoir comment est-ce qu'on peut interconnecter les choses quand il y a lieu de les interconnecter, déjà en dédoublonnant un certain nombre de choses, mais aussi en tissant des liens qui peuvent émerger de toute cette analyse. Et tout au bout de la chaîne, on peut bien sûr ensuite tirer parti de ces données-là, soit de façon traditionnelle à partir sous forme de dashboard, mais aussi de façon un peu... quelque chose qu'on a beaucoup vu ces derniers temps sous forme de navigation directement dans le réseau des informations qui ont été calculées pour vous. Voilà. Donc comment est-ce que tout ça s'intègre et rejoint le discours de Gilles qui précédait? Il ne suffit pas évidemment de mettre un index plein texte à côté d'un moteur sémantique pour que tout fonctionne bien, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Précisément, comme Gilles le disait tout à l'heure, parce qu'il y a des notions de temps qui peuvent être très différentes. C'est-à-dire que par exemple, une des qualités premières du moteur d'indexation, c'est qu'il va être extrêmement rapide pour avaler un document et le restituer et le fournir immédiatement à l'utilisateur sur la base de recherche par mots-clés ou par le biais de facettes dont on dispose entre guillemets à moindre coût. Et puis par ailleurs, la sémantique, elle peut apporter énormément de valeur ajoutée pour requalifier des informations, mais elle va la plupart du temps prendre plus de temps parce qu'il faut aller fouiller le web sémantique, parce qu'il faut déployer des règles linguistiques, etc. Donc on a fait un travail d'intégration qui continue d'ailleurs, hein, c'est un projet qui est de longue haleine, mais qui déjà arrive à un résultat intéressant qui est que on peut arriver à désynchroniser les processus et alimenter progressivement l'indexation à partir des résultats de l'analyse sémantique et au final tirer le meilleur parti, on va dire, des deux aspects, y compris sur des volumes de données qui peuvent être vraiment importants. Voilà. Donc... Merci beaucoup pour cette double présentation qui témoigne de la solidité de cette intégration. La salle a eu le temps de préparer ces questions. Moi, j'aurais juste une question concernant la gestion du multilinguisme, parce qu'on a vu des exemples en plusieurs langues. Comment est-ce que vous abordez cette gestion du multilinguisme ?
Alors, effectivement, la problématique est différente selon qu'on soit au niveau de l'indexation, au niveau de la sémantique. C'est aussi un des intérêts finalement de coupler les deux approches. Gilles a indiqué tout à l'heure le nombre de langues qui peuvent être traitées au niveau de l'indexation, qui est pour l'instant nettement supérieur au nombre de langues qu'on peut traiter au niveau sémantique. Nopsys étant jeune sur le marché, on n'a pas encore eu le temps de développer toutes les langues, mais on y travaille, donc on en est à 3, on va bientôt arriver à 4. Donc on a effectivement des projets multilingues qu'on gère comme des projets multilingues. C'est-à-dire que pour les langues qu'on supporte, on est capable de rapporter les concepts de différentes langues quand ils s'expriment dans différentes langues. Après, bien sûr, c'est dans la limite des langues qu'on supporte dans l'état actuel des choses, mais les langues qui ne sont pas supportées, de toute façon, font malgré tout l'objet de l'indexation dans le reste de la chaîne. Je réagirais juste par rapport à ça. Donc, le moteur s'appuie sur une techno qui s'appelle Lucene. Lucene, ça marche dans 80 langues. Et ce sont des locaux qui font ça, puisqu'il y a des contributeurs lettons, estoniens, coréens, et donc ça marche un peu dans toutes les langues. Et c'est réellement pas un obstacle. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des clients aujourd'hui, qu'on a en commun, où on fait un travail d'indexation sémantique hyper poussé sur 3 langues. Et puis sur le reste, puisqu'on est dans des stratégies progressives, on fait que de l'indexation classique. Mais déjà par l'indexation classique, on fait beaucoup de choses. Et après, la légitimité de ce qui a été fait sur les langues principales, on peut parfaitement les décliner sur les autres langues. Il faut développer la nouvelle langue et quelque part, on est là pour ça. On va prendre des questions dans la salle. Oui, monsieur ? Justement, par rapport à la gestion multilangue, aujourd'hui, vous gérez 3 langues. Est-ce que vous gérez les associations de mots entre les 3 langues? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable, après, dans une recherche, sur un terme, de dire ce terme-là, en anglais, il se décline plutôt sur ce terme et sur ce terme, pour avoir un résultat de recherche où, effectivement, je peux avoir à la fois les documents anglais, français, que je peux avoir dans mon SI? Parce que c'est des choses qu'on ne voit pas trop, pour l'instant, dans la plupart des outils de sémantique. Alors, il y a un petit peu 2 cas de figure, on va dire. Il y a le cas où vous avez vraiment des termes hyper spécialisés avec des thésaurus riches. On n'a pas les moyens, effectivement, d'inventer, on va dire, les liens qu'il peut y avoir, les dénominations qui peuvent être différentes dans différentes langues pour un même concept. Donc là, c'est dans la limite, on va dire, du caractère multilingue des thésaurus qu'on va exploiter. C'était juste pour mettre... voilà. Après, sur l'aspect vraiment analyse sémantique, c'est-à-dire quand le système analyse le sens d'une phrase où il est question de 2 entités nommées, par exemple, qui entretiennent telle ou telle relation, le produit de cette analyse sémantique est complètement alingue, puisque c'est des triplets RDF, et donc que ce triplet-là ait été généré à partir du français ou à partir d'anglais, il s'exprime de la même manière, et on trouvera à partir d'une même requête, on sait même pas, à vrai dire, a priori, quelles sont les langues, là où les langues des résultats qu'on va obtenir. Et là où les technologies d'indexation et de sémantique se combinent parfaitement, c'est que un triple store a beau être un outil admirable, si vous mettez 7 milliards d'enregistrements à l'intérieur, il va avoir un peu de mal. Là où la sémantique peut parfaitement indexer 7 milliards de lignes. Et donc, on a des projets sur lesquels on collabore en fait en servant de service de traduction sur index. C'est-à-dire, on va prendre l'expression, le concept en français, et on va le traduire en anglais dans l'index. Et du coup, alors ça ne sera pas aussi parfait qu'une sémantique approfondie telle qu'on l'évoque, mais on a déjà des premiers résultats excessivement intéressants là-dessus. Je parle sous ton couvert, mais ça marche plutôt bien, c'est-à-dire la traduction via index. Ouais, j'en ai une deuxième éventuellement. En fait, non, je vais en poser 2 par rapport à vos produits. Vous avez parlé de la capacité à transformer des rendus audio en rendus texte pour après faire de la web sémantique. Vous avez des cas concrets et des taux de réussite dans ce type de conversion? Alors, on est tout petit, donc ça c'est un partenaire qui fait ça, une société en France notamment qui s'appelle Vexis. Alors pour répondre à votre question, c'est comme la sémantique en général, c'est-à-dire que vous avez un corpus, l'actualité, et puis un média, plutôt un journal. Je vous dis ça parce que sur Internet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est beaucoup plus facile de prendre l'opinion d'un ado sur Internet que de prendre le langage rhétorique et sophistiqué d'un journaliste qui va descendre une boîte en utilisant des mots parfaitement polissés. D'accord ? Et donc, donc, par rapport à ce que vous dites, dans les flux d'actualité notamment, il y a des choses qui marchent très 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 bien et dans plusieurs langues. En revanche, dans l'écoute audio, c'est-à-dire vous êtes au téléphone avec un copain à vous, ça marche beaucoup moins bien. Je pensais surtout au cas des centres d'appel en fait, et des récupérations de discussions en centre d'appel, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de nos clients. Alors, il y a un processus d'apprentissage. Moi, je connais des gens qui l'ont fait, mais vous démarrez sur un projet, c'est-à-dire on va écouter le type de conversation que vous avez et on va apprendre au moteur de restitution.
à tirer parti du type de conversation qui est analysée. Okay. L'autre question, c'est plus pour Noopsys. Sur l'analyse web sémantique, vous en êtes où par rapport à des concepts comme les tournures de phrases autour, entre autres, d'un sujet qui, a priori, inquiète tout le monde, qui est les tournures ironiques ou la négativité? Bon, la négativité, qu'est-ce que vous entendez par la négativité? C'est-à-dire dire je pense que le produit est bien, mais en fait non, par exemple, ou des choses un peu plus tordues encore. Oui, alors, bon... Disons, très clairement, on n'a pas les moyens. Quelqu'un qui est vraiment très fin dans sa façon d'être négatif tout au long de son discours pour finalement être positif, très honnêtement, on n'a pas les moyens de l'analyser très clairement. Bon. Après, on est quand même capable, justement, avec des mécanismes plutôt d'analyse de discours, de déceler des incohérences ou différentes phases dans le discours, ou une tonalité générale ou des choses comme ça, avec quand même des règles suffisamment fines pour dénouer un certain nombre de cas. Mais on peut quand même pas dire au stade où on en est, et je crois que tout le monde en est plus ou moins au même point, qu'on sait vraiment gérer ce cas-là en toute généralité, disons. Et via vos capacités d'édition de règles, on a moyen justement de casser des relations entre deux entités dans des articles en disant non, même si toi tu as détecté cette relation, il faut la casser parce que justement nous on a regardé et qu'on s'est rendu compte que... C'est un des aspects intéressants des formalismes qu'on propose, c'est qu'on peut mixer des contraintes ontologiques et des contraintes linguistiques, et donc tu es complètement réaliser ce genre d'opération. Ok, merci. Je voudrais rebondir par rapport à votre question sur un point important sur la sémantique. Pour beaucoup de gens, la sémantique, ça n'est que de l'analyse d'opinion. Or, nous, 90% des contextes d'utilisation, c'est plutôt ce que j'appelle de la clusterisation, c'est-à-dire la société A rachète la société B. J'ai 7000 articles qui me disent la même chose. Quand je suis au courant avec le premier, c'est bon. Le reste sont des attributs de l'événement que j'ai déjà diagnostiqué. Donc ça, ils le font super bien. Et ça, quand vous recevez des revues de presse comme un groupe dans l'agroalimentaire, pour qui on a fait un POC en commun, qui a 50 000 articles par jour et qu'on réduit à une centaine d'événements, ça fait gagner énormément de temps. Et le deuxième point, c'est l'extraction de faits. C'est-à-dire, donnez-moi tout ce qui parle de partenariat, de nomination, de ce genre de choses, qui automatise le traitement et le classement de l'information. Donc, moi, je voulais insister là-dessus, parce que nous, en tout cas, en tant que moteur de recherche, 80% des fonctions qu'on utilise dans la sémantique n'ont rien à voir avec l'analyse d'opinion. Je suis d'accord par rapport à la recherche. Après, par rapport à la recherche, ce qui est intéressant aussi, c'est la classification de la donnée. Typiquement, pouvoir associer un chiffre à un âge ou une adresse ou des choses comme ça. Là-dessus, vous avez des bons résultats ? J'ai pas compris exactement la problématique. Par exemple, j'ai un article où effectivement je fais une recherche d'informations typiquement sur une lettre du client. À un moment, je vais trouver 42, mais 42, c'est peut-être son adresse ou c'est peut-être son âge. L'analyse sémantique va fonctionner si on a un contexte linguistique qui s'y prête. Alors une fois de plus, l'aspect base de connaissances peut venir au secours du système quand le contexte linguistique n'est pas présent. Le cas de figure, typiquement, c'est vous avez Monsieur Dupont dans un document qui est écrit très clairement. Bon, et là, vous avez après plein de fichiers Excel ou je ne sais quoi où vous avez juste le nom Dupont et l'analyse sémantique n'a aucun moyen vraiment linguistique auquel se raccrocher. On peut après avoir des règles de désambiguisation qui se basent sur les contextes des documents précédents pour essayer de repérer des similarités d'apparition et essayer de faire le choix le moins mauvais, on va dire. Il y a un truc dans Noopsys où on se complète très bien. En fait, je fais plutôt ta pub que la mienne, by the way. Mais le débat, c'est le suivant. Imaginez que la techno-sémantique ait un degré de confiance, parce que c'est quelque chose que Noopsys fait, où il va dire « Je t'ai dit ça, mais je pense que je suis juste à 2 chances sur 10 ». Nous, dans le moteur, dans le workflow, on va dire, puisqu'il n'est juste qu'à 2 chances sur 10, on va prendre une analyse statistique et non pas sémantique. Et donc, c'est là où la complémentarité de ces technologies, et c'est pour ça qu'on bosse depuis 2 ans ensemble, fait que il n'y a rien de parfait, ça c'est juste une certitude. Et donc, comme il n'y a rien de parfait, il faut pouvoir débrayer de temps à autre, et c'est là où les technos se complètent parfaitement. Concernant l'évolution de la nature de ces big data, on a beaucoup parlé de texte à propos de la sémantique. Est-ce que vous pensez que les contenus multimédia vont prendre le pas sur les contenus textuels de façon assez générale ?
Alors déjà le multimédia, si on parle de multimédia en tant que vidéo ou image ou son, je m'excuse, mais les technos qui existent aujourd'hui ne savent pas traiter ça. C'est-à-dire regarder une vidéo et par l'image en déduire quelque chose. Bon, les processus de calcul seraient juste effarants, je pense, et donc ça c'est pas possible. En revanche, il y a un point dans ce que vous dites qui est très important, c'est que la sémantique et les analyses statistiques ne portent pas que sur du texte. Nous, on a de plus en plus de clients aujourd'hui, et je dévoile un tout petit peu de ce qui va se passer au mois de juin, où en fait, ils nous demandent de fouiller carrément dans leur CRM. Ils nous demandent de fouiller dans leur ERP, dans leur gestion de production, dans la gestion des ressources humaines, parce que même dans les données textuelles qui sont dans des champs soi-disant structurés, on se rend compte qu'il y a des imperfections, il y a tout un ensemble de choses derrière ça. Donc je pense qu'il y a une convergence structurée-non structurée qui est évidente et qui va être de plus en plus importante. En revanche, je pense qu'en tout cas, moi je fais un constat d'incapacité sur des données qui sont de type image, vidéo, son, sans conversion textuelle. Juste, on a des partenaires de notre côté qui font de l'analyse d'image, mais effectivement, ce que tu disais, c'est une question de temps de calcul, donc ça peut être adaptable. Ils arrivent à des choses assez belles dans un certain nombre de cas, mais après, c'est vraiment une question de volume. Si on veut s'adresser à des flux vidéo tels qu'on les a réellement sur le web tout venant, pour l'instant, c'est pas applicable, en tout cas pour ce qu'on en a vu. Mais... Donc rendez-vous au mois de juin pour une présentation. Très bien. Merci infiniment pour cette présentation. Merci à la salle et bonne fin de conférence. Au revoir. Bonjour, je suis Sacha Lafourie, la société Technometrics. Ah d'accord. Je sais pas d'ailleurs.